Parfait. C'est parti pour cette deuxième séquence dans votre programme de la journée de Cultive la Data. On va parler pendant 40 minutes jusqu'à 12h30 pile d'un sujet où, en fait, au-delà des acteurs habituels sur les sujets data et IA, le CRM, l'IA, les équipes, il y a un sujet que l'on oublie un peu, c'est qu'il y a fondamentalement la data qui est nécessaire pour activer ensuite correctement l'ensemble. Pour nous en parler, partager des expériences et des expertises, eh bien, nous avons 4 intervenants. À votre gauche, on n'a pas de slide, Maxime Sbero, Hélisphère, qui s'est présenté tout à l'heure, Hélisphère. Thomas Setogambe, il est Sales, alors ça se dit Enablement, c'est ça, c'est chez Septéo. Clairement, c'est l'activateur des ventes. C'est comme ça en français. Parfait. Toujours chez Septéo, entreprise témoin bien engagée aujourd'hui, Erwan Michel, il est directeur marketing dans cette entreprise implantée sur Montpellier. Et puis Pierre Bouet de Datasulting. On va essayer de vous faire cheminer dans cette réflexion grâce, je le disais, à ces expériences et expertises partagées. On va commencer avec toi, Pierre, si tu le veux bien. Ça me va. Parce que ces différents acteurs, ok, le CRM, l'IA, les équipes, c'est bien, il en faut. Mais qu'est-ce que tu vois dans ton job de Datasulting qui gratte, qui ne va pas si bien que ça? On n'en est pas au stade de l'autopsie, on en est au stade de l'auscultation des CRM et de ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vois? Alors, il y a beaucoup de choses qui grattent, on ne va pas se mentir, en data. La première chose et la chose la plus majeure et qu'on va vous décrire un peu tout le long de cette table ronde, c'est la partie purement CRM et le syndrome de moi, ce que j'appelle le CRM poubelle ou CRM déchetterie, on va dire. C'est un peu le CRM où vous mettez tout ce que vous voulez pas. En fait, c'est beaucoup de champs inutiles, c'est beaucoup de champs non remplis. Je pense que vous avez tous des connaissances là-dedans. Ça, c'est un premier problème, c'est le CRM qui perd son utilité, en fait. Deuxième problème, qui, lui, pour le coup, est dans toutes les entreprises que j'accompagne, c'est trop d'outils. J'ai un exemple ultra concret la semaine dernière. Je travaille avec une entreprise, je vais taire son nom par respect. Ils ont 3 CRM. Ils ont Zoho, ils ont HubSpot et ils ont Salesforce. Je vous laisse imaginer. Pour différentes fonctions dans l'entreprise? Non. Même pas? Même pas. En fait, ça dépend vraiment de l'envie des gens. C'est pas le marketing qui a son outil, et puis les ventes qui ont leur outil, et puis la prod encore le 3e. Ça pourrait être ça. Quelque part, j'aurais préféré. Oui. Non. C'est vraiment, en fait, ça dépend des personnes et ça dépend de la tranche d'âge. C'est la première fois que je vois ça. C'est qu'il y a les vieux de l'entreprise qui utilisent l'ancien CRM qui était HubSpot, et les jeunes de l'entreprise utilisent Salesforce. Et il y a une autre frange de la population, là sur le coup, peut-être une autre BU même, qui utilise Zoho. Quand tu dis de la data, entre guillemets, poubelle, pas structurée, pas propre, etc., illustration, quel genre de data et comment tu vois des data qui ne sont pas propres? Alors de manière assez simple, il y a plein de façons de dire qu'une data est pas belle, moche, pas employable. L'exemple le plus concret que j'ai à vous donner, c'est chez un autre client, sur le coup, j'avais 33 façons différentes d'écrire un numéro de téléphone. Ça a 10 chiffres, un numéro de téléphone, ouais. En France, ouais. 33 façons différentes. 33 façons, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettaient, par exemple, 06, X, 90, X, 90. Voilà, il y a des choses comme ça. En fait, c'est quand on arrête quand on n'impose pas des structures, quand on laisse les gens un peu faire ce qu'ils veulent et quand on oublie qu'il y a des gens derrière qui vont traiter, que ça pose plein de problèmes. Et on pourrait se dire, bon, pas grave si la data n'est pas propre, l'IA va nous rectifier tout ça après. Ça serait dans le meilleur des mondes. En fait, l'IA, elle va reproduire les comportements pas bons, on va dire, des personnes de l'entreprise. Un autre exemple, c'est que j'ai travaillé chez des coiffeurs. J'en ai pas trop besoin, moi, personnellement, mais j'ai travaillé chez des coiffeurs. Et en fait, ils traitaient mal les hommes de manière générale parce qu'ils pensaient que ça ne rapportait pas d'argent, que les hommes ne rapportaient pas d'argent. Et en fait, dans leur CRM, ils ne les remplissaient pas. Ils remplissaient très mal. On s'est un peu plus rapproché après des équipes. On leur a demandé de mieux écrire, de mieux timer le temps sur les hommes. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte que les hommes, c'était un peu la vache à lait du coiffeur parce qu'en fait, il allait super vite à faire un homme. Bon, on rase quoi, un peu. Ça tient plus du mouton, on va dire.
En fait, en faisant ça, ils se sont dit, OK, il y a vraiment un marché. Et donc, ils ont carrément créé une nouvelle marque spécifique aux hommes, adaptée. Pas bête du tout. Chez Septéo, vous vous y retrouvez dans ce que nous partage Pierre sur ces différences de CRM, sur l'attention portée aux data? Alors nous, c'est quelque chose, alors on n'est pas proche du mouton chez Septéo, même si l'idée nous a beaucoup fait rire. Chez Septéo, il y a un prisme qui est très vrai, c'est qu'on intègre des dizaines et des dizaines de boîtes. En tout cas, on a intégré des dizaines et des dizaines de boîtes sur les dernières années. Oui, c'est 3600 salariés, je crois, actuellement. Aujourd'hui, et 3600 la croissance salariés. est à moitié en acquisition externe. En très grosse partie. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire une intégration? Ça veut dire une entreprise qui nous rejoint avec ses propres systèmes d'information, ses propres data. Le constat aujourd'hui, il est que ces entreprises nous rejoignent, qu'on est dans un groupe, qu'on cherche à uniformiser les actions. Thomas nous en parlera un peu plus tard. L'objectif derrière harmoniser, uniformiser les actions, il y a aussi les systèmes et surtout la data. Le premier constat quand une entreprise nous rejoint, c'est qu'elle a sa propre base client, sa propre base prospect, et que quelqu'un qu'on pensait être prospect quelque part est en fait déjà client chez les autres. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à organiser cette donnée le plus rapidement possible pour la mettre à profit des systèmes. Après les systèmes, ça a été très bien dit, on a aussi nous-mêmes plusieurs systèmes, on essaye en tout cas de clarifier clairement quel est le rôle de chacun de ces enjeux, que ce soit pour Salesforce, HubSpot, pour ne citer que dans notre écosystème, avec un Salesforce qui est utilisé principalement pour les sales et qui progressivement va devenir une brique CRM à part entière, et du coup un HubSpot qui est utilisé à destination plutôt des équipes marketing. Les outils, l'homogénéisation des outils n'est pas suffisante. Il a fallu aller plus loin dans la structuration de la donnée. Oui, parce qu'en fait, effectivement, on a un CRM pour le marketing, un CRM pour les sales, ensuite on a le RP pour la facturation, et il a fallu avoir un suivi complet justement pour tous les comptes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'y arrivait pas, on avait quand même des difficultés, on avait des doublons, on avait pas mal de problématiques data. Et du coup, en fait, on a mis un data lake au-dessus de tout ça. Donc là, c'est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus simple d'utilisation. Par contre, en fait, la difficulté, c'est maintenant, lorsqu'on parle d'un compte, est-ce qu'on parle toujours du même compte? Parce qu'effectivement, on avait une clé unique qu'on avait pu créer, mais cette clé unique était créée à la fin dans notre ERP. Et en fait, on est revenu sur la base qui était, il faut se baser sur le SIRET. Et c'est là où tout l'enjeu du nettoyage de la base de données, de toute la data. Il a fallu donc SIRETiser toute notre base client. En plus, il y a la PA qui arrive en septembre, donc c'est une vraie problématique pour tout le monde. Et il y a aussi tous les prospects, pour pas qu'on ait des actions, parce qu'on a en fait une multi-verticale. Et en fait, il ne faut pas qu'on ait des équipes qui prospectent le même compte en même temps. Alors, Maxime, ce sujet du travail sur la data, on connaît bien chez Elisphère. Concrètement, par quoi faut-il commencer quand la data est un peu en bazar, hétérogène et finalement inexploitable correctement dans la suite au niveau CRM et plus encore au niveau de l'IA? Par quoi on commence? Oui, donc déjà bonjour à toutes et tous. Donc vaste sujet, pardon, je ne parle pas assez fort. Bon, généralement, quand on a de la data hétérogène, c'est déjà positif, ça veut dire qu'on a de la data. Donc maintenant, la première étape, ça va être effectivement ce que vous avez évoqué, Thomas et Erwan, c'est potentiellement j'ai différentes sources à l'origine qui sont liées à mon histoire, aux croissances externes, simplement à des anciens fichiers qu'on avait, plusieurs CRM, des ERP. La première phase, ça va être de cartographier un petit peu tout ça et c'est de savoir en quoi on peut avoir confiance finalement, comment chaque outil voit un petit peu un client, un prospect. Donc vraiment, cette étape-là, elle va être d'analyser un petit peu ces sources et essayer de voir en quoi on peut avoir confiance. Derrière, c'est vraiment essayer d'analyser la data qui va être utile dans nos use cases qu'on souhaite mettre en place, que ce soit l'IA ou autre. Et après vient toute la phase effectivement d'enrichissement et de nettoyage de la data que certains acteurs effectivement peuvent vous proposer. Donc tout à l'heure, il y a quand même toute une phase de gouvernance de la data qui est à mettre en place et qui est à construire de votre côté. Et seulement après, effectivement, une fois qu'on sait plus ou moins où est-ce qu'on veut aller, il y a tout ce côté, comme tu l'évoquais, j'ai un peu repéré le dataset que je veux construire. Quel est son état aujourd'hui? Est-ce qu'il est propre? Je dois dédoublonner justement pour demain, pour automatiser des choses avec l'IA notamment. Comment je fais?
Donc, soit via des outils natifs qui vont arriver dans les CRM, soit effectivement par des prestataires, soit par de la donnée privée ou publique. Voilà. Donc, en termes de méthode, pour pouvoir embarquer tout le monde, ce que j'entends, mais confirme-le si je ne me trompe pas, c'est pas une équipe type, allez, je vais caricaturer, DSI qui dit voilà, le téléphone, il faut le mettre comme ça, et puis point barre, l'adresse, il faut la mettre comme ça, l'activité d'entreprise, il faut la décrire comme ça, et vous allez tous l'appliquer, s'il vous plaît, le doigt sur la couture du pantalon. Ce que j'entends de ce que tu dis, il faut se parler au niveau des différentes équipes. Oui, pour le coup, c'est très important. C'est-à-dire que la première idée qu'on va avoir, généralement, sur ce type de projet, c'est que c'est un sujet purement DSI, alors que pas vraiment en réalité. Ça doit impliquer vraiment l'ensemble des acteurs d'une entreprise et surtout les acteurs métiers qui vont exploiter ces data derrière. Et non, c'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde, ne serait-ce que pour imaginer les use cases et derrière déployer des choses. Cette faculté de se parler tous, chez Septéo, ça fonctionne. Alors, dans une PME de 20-50 personnes, c'est déjà un vrai sujet. Dans un groupe de 3600 salariés, multi-sites, ça fonctionne comment ? Alors la PME, elle est du coup un peu plus grosse. En effet, on a deux échelons en fait chez Septéo. Le premier, il est toutes les filiales en fait qui représentent un métier qui nous permet de verticaliser toute notre activité et notre approche sur le marché d'un point de vue business. Et ensuite, il y a les équipes dont Thomas fait partie qui viennent du coup harmoniser le travail. À la fois en amont sur structurer l'approche, la gouvernance, comme l'évoquait Maxime. Mais la gouvernance, elle ne se décrète pas, c'est pas juste un slide, il faut le faire vivre, c'est bon. C'est tout le rôle des acteurs comme Thomas, il y en a d'autres. Thomas représente plutôt la partie sales aujourd'hui, mais on a les mêmes acteurs sur le marketing, sur la relation client. Ce sont ces experts qu'on appelle en interne qui nous portent aujourd'hui la valeur et surtout qui structurent cette organisation et qui surtout, encore une fois, la font vivre. Parce que décréter un beau slide, c'est facile. Il faut ensuite le faire vivre. Donc on a des communautés en interne Septéo qui nous permettent de partager sur les bonnes pratiques, d'embarquer les nouvelles entreprises qu'on vient d'intégrer, qu'on vient de racheter, d'embarquer les filiales qui sont peut-être un peu plus réticentes au changement et de promouvoir finalement tout ce qui s'est bien passé par des travaux, parce que dans un groupe de 3600, on ne peut pas tout faire en un clic. Thomas et d'autres équipes aimeraient bien qu'on nettoie la data comme ça, c'est pas exactement comme ça que ça se fait. Donc toute cette traduction-là, en tout cas, se fait à travers les communautés métiers qu'on a, et notamment celle sur la partie sales qui nous permet de garantir la qualité de notre donnée dans le CRM. Justement, au niveau des ventes, les commerciaux gagnent en quoi avec ces nouveaux outils ? Je pourrais poser la question en contrepoint plutôt, sur quoi est-ce qu'ils perdaient du temps auparavant au détriment de l'agilité de l'entreprise et éventuellement de sa profitabilité ? En fait, on s'est rendu compte que voilà, le CRM, effectivement, ça aide aux commerciaux à gérer leur pipe, leur portefeuille. Et puis, ça va aider aussi au marketing, de pouvoir segmenter tout le portefeuille. Puis, ça va aider aussi aux produits pour faire des remontées clients. Et finalement, en fait, au cumul, on se rend compte qu'on a plein de champs pour finalement plein de départements. Et c'est utile pour avancer et construire un produit aussi. Mais finalement, en fait, il faut le renseigner. Et est-ce que c'est fait ? Souvent, non. Et si c'est fait, en fait, le commercial va passer la moitié de son temps finalement à remplir ses champs. Donc on est parti du constat, c'était simple. De toute façon, j'ai fait beaucoup d'intégrations parce qu'on fait une intégration à peu près une fois par mois d'entreprise sur Salesforce. Et en fait, on se rend compte que on fait un taux de complétude du champ. En fait, on se rend compte qu'ils sont remplis peut-être à 5% et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, en fait, il faut qu'on puisse remplir ces champs-là automatiquement. Et du coup, on a mis en place un outil d'une boîte française, Mojo, Pardon ? Mojo, c'est ça ? Tout à fait. Et en fait, lorsque le commercial vient à raccrocher son appel, et bien en fait, le résumé se fait tout seul. Il est poussé dans le CRM. Les champs sont complétés automatiquement si ça a été mentionné. Et on va même aussi après, sur la plus-value, du coup, pouvoir coacher après les commerciaux grâce à cette data qui aura été complétée automatiquement. Il y a vraiment un partage, une unité de la connaissance du client à l'échelle de l'entreprise, quelles que soient les fonctions dans la boîte. Oui, voilà. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça bénéficie à tout le monde et tout le monde aussi, du coup, peut solliciter le CRM et l'agent qui est intégré au CRM pour pouvoir faire un récap et pouvoir poser aussi une question parce que vu qu'on a plein de champs, du coup, au lieu d'aller tout lire, simplement, on va solliciter l'agent pour qu'il puisse répondre à la question.
Comment se travaille chez Septéo et puis globalement, qu'est-ce qu'on voit chez Datasulting? On l'évoquait un petit peu tout à l'heure avec Gaël, le fait de passer de la maîtrise d'une data, c'est déjà énorme de l'avoir de manière structurée et propre, à l'exploitation de cette data par automatisation, voire avec une IA. Comment ça se choisit? Comment ça se détermine? Est-ce que vous pouvez illustrer par un sujet pratique ce qui s'est passé chez Septéo? Le traitement des leads. Le traitement des leads, on part d'un chiffre qui est de se dire, alors moi je travaille avec les avocats au quotidien, on voit qu'une demande entrante faite sur un formulaire web classique, on arrive à le transformer, si on le recontacte dans les 4 heures, on a 80% de chances de le transformer et donc de le signer. Dès qu'on passe au lendemain, déjà on tombe tout de suite à 50% et progressivement, au fur et à mesure que les jours passent, on a quasiment plus de chances de le signer. Donc ce qu'on a cherché à automatiser, et notamment avec l'aide des équipes dans laquelle est Thomas, c'est toute l'automatisation justement de cette chaîne entre notre site web et l'intégration dans le CRM, avec une traçabilité, un rapprochement des données qui puisse se faire de façon automatisée, et qu'en fait, ce soit un non-sujet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une demande entrante a été saisie sur le site internet, elle arrive quelques 2 minutes peut-être après dans le CRM, complètement qualifiée, décortiquée, rapprochée, est-ce qu'il y a des opportunités en cours, est-ce que du coup il y a déjà d'autres contacts, enfin en tout cas d'enrichir tout de suite ce lead-là avec toutes les informations qu'on possède. Ça s'appelle le LMP chez nous, pour le Lead Management Process, je crois, encore une grande invention. Derrière ça, en réalité, se cache tout un mécanisme qui a vraiment aidé l'entreprise à se structurer sur cette approche-là et gagner en efficacité sur le traitement des demandes entrantes. Et aujourd'hui, notre combat, il est vraiment dans la rapidité de fusionner ces données, mais dans un temps assez record. On se parle de 2 minutes du traitement entre le site web et le CRM, et le traitement ensuite effectif par le commercial ou l'équipe marketing. Il y a l'outil. 2 questions. Est-ce qu'il y a un arbitre par rapport à l'usage de cet outil? Et comment se fait l'accompagnement des équipes? On a vu tout à l'heure que c'était l'un des freins très clairs dans le fait de s'y mettre correctement. C'est quoi le management pour que les collaborateurs s'approprient l'état d'esprit de l'outil et l'usage? Je pense qu'on va pouvoir partager nos 2 visions parce que j'ai mon mandataire et j'ai l'exécutant, du coup, dans cette démarche-là. Donc, je vais faire l'exécutant, tu expliqueras la gouvernance. Le groupe avance. Donc, par exemple, le fameux LMP dont je vous parlais, le Lead Management Process, c'est quelque chose qui a été initié par le groupe face à une problématique qui est de dire on était mauvais pour traiter les leads entrants parce qu'on mettait trop de temps à rappeler les contacts. Voilà. Point de départ, on fonctionne beaucoup en cas d'usage chez Septéo. On se dit que ça ne sert à rien de vouloir gravir la montagne. Faisons petite marche par petite marche, c'est vraiment le meilleur moyen d'y arriver. Donc le LMP en est une, il y en a plein d'autres choses maintenant, d'autres marches à gravir. Nous, l'idée, c'est de s'approprier ce process-là, le comprendre, tout en sachant qu'il a été en amont pensé aussi équipe opérationnelle pour s'assurer qu'il ne vient pas nous rajouter plus de contraintes, mais qu'il nous offre davantage d'opportunités dans le traitement au quotidien. Parce que si pour me faire gagner du temps sur quelque chose, mais me faire perdre du temps sur autre chose, ça n'aura que peu d'intérêt et j'aurai du mal à accompagner les équipes. Moi, j'ai un rôle managérial qui est d'embarquer mes équipes opérationnellement sur quelque chose qui, a priori, semble très théorique, très abstrait, à travers, mais du coup, les KPI, prendre compte, de pouvoir mesurer à terme, de se dire, on sait qu'on transforme plus facilement un deal, si on le rappelle dans les 4 heures, on a 80% de chances de le signer. C'est quelque chose de très factuel et qui parle très bien dans le monde de l'entreprise. Voilà, c'est très clair. On sait que si c'est notre priorité à tous, en tout cas, c'est du business plutôt facile qui vient, puisque, encore une fois, c'est du business qui est venu à nous naturellement. Et ensuite, il y a le travail que fait les équipes de Thomas et à qui je vais laisser la parole, qui sont plutôt à travers les communautés, dans le rappel systématique, la valorisation des cas d'usage concrets et la mise en œuvre, je dirais, qui se fait progressivement au rythme de chacune des filiales. Alors, que dit la 2e voix de Septéo? On profite de vous à fond, parce que Elisphère Datasulting, vous n'avez pas terminé de parler, les gars, mais on va les avoir toute la journée. Là, par contre, Septéo, on profite à fond de vous. Vas-y. C'est vrai, déjà, on fait beaucoup de communautés. On y va par étapes, toujours. On prend les équipes. Chez les avocats, on a 2 typologies d'équipes. On a les terrains, on a les sédentaires. En fait, on va accompagner chaque équipe pour se rapprocher au plus possible, finalement, de ce qu'ils vivent au quotidien. Et après, ça va être vraiment de parler concret. Quand on va mettre en place un outil, qu'est-ce que vous allez gagner tout de suite? Voilà, clairement, sur Mojo, par semaine, c'est 2 heures, de 2 à 4 heures de gagner pour un commercial. Donc vous imaginez déjà sur un mois, c'est un gain de temps qui est énorme. Après, effectivement, il faut pouvoir l'animer, il faut pouvoir aussi adopter l'outil. Et ça, en fait, c'est finalement avec l'équipe managériale. Si elle n'est pas impliquée, ça ne marche pas.
clairement. Et aussi, il faut qu'ils l'utilisent aussi. Et finalement, en fait, vous êtes nos ambassadeurs, nos premiers ambassadeurs. Et après, régulièrement quand même, on vient peut-être une fois par trimestre ou par semestre, tout dépend du sujet. On va faire en fait un webinar avec aussi du coup les prestataires pour montrer les nouveautés, pour montrer qu'en fait on travaille pour eux et c'est pas eux qui font pour nous, quoi. Et peut-être un point qui est important, il y a aussi la prise en compte de la maturité de chacune des équipes. On n'a pas forcément le même niveau de maturité sur ces sujets-là aussi dans chacune des filiales. Donc là, il y a aussi un vrai enjeu, comme Thomas a dit, trimestriellement ou semestriellement. Il y a peut-être des filiales qui ont plus ce besoin-là parce que la transformation elle est plus active quand il y a des transformations qui ont déjà été menées parce que la data elle est propre, les process sont posés. On est plutôt dans l'amélioration plutôt que dans la mise en place. Donc il y a aussi cette adaptation qui se fait en fonction de la maturité de chacune des filiales. On sent que vous êtes chez Septéo déjà en route sur le sujet. Ça y est, OK. Mais à l'origine, ça s'est déclenché comment? C'était quoi? Des tâtonnements? C'est un mot qui a été prononcé également ce matin par la BPI, par Jonathan. C'était des tests, c'était des loupés, c'était des problèmes avec des clients. C'était quoi pour se mettre en route et atteindre ce niveau de maturité chez Septéo? Chez Septéo, on est une boîte qui s'est construite beaucoup sur l'écoute client et on s'est dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on appliquait très bien à destination de nos clients, la co-construction. On s'est dit qu'on pouvait peut-être appliquer la même chose en interne. C'est là que sont été créées finalement toutes ces équipes transverses. Donc tout se fait déjà dans la co-construction. Est-ce que initialement on avait prévu, on s'était posé la question de la data et de l'IA, la réponse de propre corporate, ça serait bien évidemment. D'ailleurs, le micro a coupé au moment de dire oui, c'est peut-être un signe. La réalité, c'est que non. Par contre, on a assez vite pris conscience que la data allait être le point de départ sur lequel on allait pouvoir brancher un certain nombre de systèmes, de l'intelligence artificielle, d'autres solutions qui vont nous permettre à terme d'automatiser. Nous, on l'a traduit sous une autre forme. On se parlait de maturité. La maturité, pareil, ça ne se décrète pas, hein. Il y a de l'acculturation, il y a de l'accompagnement. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on a un programme qu'on a appelé Septéo Core AI, qui a vocation à accompagner toutes les équipes sur plusieurs pans dans l'adoption de l'IA sur leur métier. C'est extrêmement important pour nous. On ne fait pas de l'IA pour se dire qu'on fait de l'IA. On fait de l'IA parce que, comme le dit Thomas, Mojo, par exemple, nous apporte 2 à 4 heures par semaine pour un commercial. On fait de l'IA avec des résultats qui sont mesurables. Ça fait partie de notre ADN. Donc on incite tous les collaborateurs à aller dans cette direction-là à travers ce programme-là qui, je pense, à minima 1 fois par mois, si ce n'est pas 2 fois par mois en tout cas, nous sensibilise sur un certain nombre de sujets, nous montre des cas concrets, par métier encore une fois. Donc il y a chapeau bas en tout cas à toute l'équipe formation qui, je pense, démultiplie les actions pour le marketing, les directeurs marketing, les opérationnels, les sales, etc. Ça nous fait un programme qui est monstrueux, qui vient englober naturellement la data, l'IA en tant qu'outil, la partie légale, parce que c'est bien que tout le monde soit aussi sensibilisé de ce qui se passe souvent les data, comment je les exploite et respecter la conformité d'un certain nombre de points. La formation naturellement, et ensuite il y a toute la partie plutôt communication, valorisation, qui passe à travers le travail des communautés, mais aussi du groupe, pour valoriser ces actions qu'on fait en interne. Et le système va perdurer et prospérer. Maxime, dans les métiers, dans les connexions que Elisphère a avec ses clients, à quel moment est-ce que vous ressentez que la boîte est suffisamment prête, robuste au niveau du socle data, pour alors se mettre à intégrer de l'IA? Autrement dit, est-ce qu'il y a aussi des boîtes qui veulent y aller à fond, tout de suite, parce que tout le monde y va, alors que le socle n'est pas suffisamment robuste? Oui, exactement. Donc, faut savoir que il y a une idée préconçue que les gens ont envie de se lancer tout de suite vers un outil, vers l'IA, en pensant que... C'est un peu ce qu'on voyait ce matin, effectivement. Oui, c'est ça. C'est que l'IA va magiquement, effectivement, corriger des choses qui étaient existantes, notamment sur la data quality, ce genre de choses. Alors, peut-être qu'on y viendra un jour, mais aujourd'hui, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut mettre en place ce qu'on a évoqué ensemble, dans tous les cas ce matin, c'est cette partie gouvernance. Et comment on voit en fait qu'une entreprise est mature? Souvent, dans ce qu'on aime bien faire, quand on a des cas, hein, quand des entreprises reviennent vers nous, c'est un peu des audits de qualité finalement des data déjà en place pour pouvoir justement leur dire s'ils sont matures ou pas sur certains champs qui sont stratégiques pour l'entreprise et pour la mise en place d'un CRM ou de l'IA. C'est vrai que sans ce socle data stable et fiable, on ne pourra pas mettre de l'IA. Ou en tout cas, on va en mettre, mais elle va faire apparaître des coquilles, des erreurs, et elle peut même potentiellement être la source de coûts
supplémentaires. Parce que forcément, on va se diriger de plus en plus vers les agents qui vont eux-mêmes relancer ou mener des actions à la place de personnes. Mais si la data n'est pas fiable et si par exemple on retrouve plein de comptes différents, on ne peut pas avoir un résultat qui est périn. Donc vraiment le point de départ, c'est essayer d'auditer ces bases de données pour voir si les gens sont matures pour se lancer ou pas, quoi. Avec un socle impropre en quelque sorte, est-ce qu'on prend même le risque, en utilisant de l'IA, de produire des résultats dont on ne sait pas discerner la véracité au sens du sérieux? On introduit des biais, un peu comme les images de tout à l'heure, de ce matin, où en apparence, ouais, c'est pro. Souvenez-vous, là, les 2 chanteuses. C'est beau, ça marche. Sauf que non, c'est faux. Est-ce qu'on prend ce risque-là? Un petit peu, mais pas que, parce que je pense par exemple au cas des doublons qu'on a évoqués tout à l'heure, ou même d'entreprises qu'on aurait récupérées dans le CRM mais qui sont plus forcément actives. En fait, le risque, c'est de mener des actions qui vont mener à rien derrière et qui, dans tous les cas, vont aussi vous décrédibiliser. Par exemple, vous avez un doublon dans votre CRM, vous dites à votre IA finalement de mener une campagne et quelque part, vous allez envoyer 2 fois au même groupe ou au même compte potentiellement une même communication. Ça touche forcément à la crédibilité de votre entreprise et donc y a des enjeux, il y a des impacts. Ça fait plus que des ordres. C'est l'image de la boîte à l'extérieur qui commence à en pâtir. On est jeudi. Pierre, si lundi prochain, on va laisser passer demain, des participants dans la salle se disent « Ok, il faut que je m'y mette ». Qui est-ce qu'il est utile de rassembler autour de la table? On a compris qu'il fallait mieux se parler pour travailler ces sujets-là que d'avoir un truc qui descend verticalement. Mais qui est-ce qu'il faut rassembler pour pouvoir enclencher concrètement un travail sur ce socle data, ensuite valorisé par l'IA? Alors la réponse facile, ça serait tout le monde. Mais c'est un peu trop facile, donc je vais préciser. Moi, j'identifie 3 types de personnes, 3 types de profils qui doivent rentrer justement dans les projets data, les projets IA. Premier profil, c'est la direction. Peu importe quel type de direction, si c'est la direction financière, la direction générale, la direction marketing, peu importe. En tout cas, il faut commencer par un secteur. Moi, j'ai toujours tendance à prévenir les gens de ne pas faire un bing bang et de ne pas tout casser pour tout refaire. Ça ne marche jamais, ça va durer des années. Donc toute la partie direction. La partie utilisateur, parce que les utilisateurs, on peut penser que c'est eux qui vont consommer la data, mais c'est aussi eux qui la produisent. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et pour moi, de manière générale, j'essaie de vachement impliquer justement les équipes qui sont sur le terrain. C'est elles qui vont générer la donnée, c'est elles qui vont générer la mauvaise qualité de données aussi. Donc il faut forcément embarquer tout le monde. Ça, forcément, ça peut passer par plein de façons de faire. La troisième équipe, on va dire, c'est l'équipe plus technique. J'ai tendance à, moi, continuer à mettre en avant la DSI. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont s'occuper de la partie, je vais parler un peu vulgairement, de la tuyauterie. C'est eux qui vont faire la tuyauterie, qui vont s'assurer que c'est pérenne et que ça fonctionne. Les 3 équipes, en fait, sont hyper majeures et hyper importantes. Le but, c'est que chaque membre de l'équipe doit être formé, doit être impliqué. Ça passe notamment parce que vous avez fait par de la formation, par des réunions, par des ateliers. Ça peut passer aussi par plein d'autres manières. J'ai un exemple d'un client, par exemple, qui a des primes de qualité pour les personnes qui génèrent la donnée. Alors ça peut faire grincer un peu certaines personnes, mais il y a des gens qui vraiment, si ton CRM il est de bonne qualité et que tu remplis bien les cases, tu as de l'argent. Ça paraît bête, mais grâce à ça, ils ont des taux de remplissage que je n'ai jamais vus. Carrément. Ouais. Et ça marche. Ah, oui. Bon, autrement dit, on est deux sujets, une remarque et puis une question. La remarque, c'est qu'on n'est pas dans le fait de se dire on va se tirer un petit peu les uns les autres au niveau des équipes. C'est pas telle équipe DSI qui va taper sur la tête des commerciaux pour que ce soit correctement rempli. Cette culture-là, elle est totalement passée et à balayer. De manière générale, d'ailleurs, la data, ça pose des questions qui sont super majeures dans une entreprise. Très souvent, quand je vais dans une nouvelle entreprise, je demande ce que c'est un client. Et suivant à qui je le demande, je vous assure que je n'ai jamais la même définition d'un client. Ouais. Et ça marche pour les projets, ça marche pour les dates, ça marche pour tout, en fait. Et en fait, quand tu arrives dans une entreprise et que tu dis « Ok, c'est quoi un client ?» Eh ben, en fait, c'est super structurant et ça permet en fait, presque de faire du lien entre les équipes parce qu'en fait, ils ne se sont jamais parlé de ce que c'est un client. Parce que pour eux, c'est logique.
Mais en fait, pour les équipes d'à côté, c'est pas forcément logique. Par exemple, la DAF, ça sera plus un compte de facturation. Là où dans le marketing, ça va être un lead. Voilà. Et donc, ça permet même de réduire certaines tensions entre les équipes. Question, c'est quoi le rôle du dirigeant dans ceux qui sont impliqués et concernés, mais surtout impliqués dans le projet? On le voyait tout à l'heure au niveau des stats, le rôle du dirigeant, c'est un rôle attendu. Ça se confirme dans ce que tu vois dans tes activités? Oui. Alors, le dirigeant, en fait, c'est lui qui est censé, je dis bien, être la force vive et impulser une sorte de mouvement. Des fois, on peut avoir des travers d'un dirigeant qui veut tout faire, notamment parce que c'est lui qui faisait à l'époque. On peut avoir ce genre de travers, mais en fait, les projets qui ont le plus réussi, c'est le projet où un dirigeant fait entièrement confiance à ses équipes. J'enfonce peut-être des portes ouvertes en disant ça, mais en fait, c'est super important parce que dans la majorité des cas où je travaille, très souvent, la data, c'était au service de la direction. Et de plus en plus, on commence à se rendre compte que la data, elle arrive au service des utilisateurs, des gens sur le terrain, et en fait, ça change tout le paradigme. Donc vraiment, la direction doit impulser le mouvement, doit demander des deadlines et des choses comme ça, mais en soi, pas plus, parce qu'après, derrière, le besoin vraiment très terre-à-terre, la majorité du temps, ça sera les utilisateurs finaux. Je vais poser une dernière question à vous deux chez Septéo, en quelque sorte, et puis ensuite, ce sera à vous, si vous souhaitez en profiter, on gardera 5 minutes pour des questions et réponses, pour arriver pile à 12h30. On sent que les choses sont déjà bien en route sur le sujet Data IA chez Septéo, et un grand merci d'être venu, d'avoir consacré un morceau de votre temps pour le partager ici. Mais pour autant, j'ai comme le sentiment que ce n'est pas une vitesse de croisière. Tellement le sujet de l'IA avance, peut-être, tellement les exigences du marché l'imposent, peut-être également. Qu'est-ce qu'il en est de la vision de l'évolution chez Septéo de ce rapport Data-IA? Voilà, je vais faire un grand sujet là. Allez, 2 minutes. Je pense dans la continuité du programme Septéo Core AI, clairement, ça fait partie aujourd'hui de notre vision et l'accompagnement, parce que c'est pas initialiser un sujet à un moment donné, c'est de le faire vivre aussi dans le temps. Il n'y a pas que des nouvelles boîtes, décidément, ce micro coupe le temps de parole. Il n'y a pas que des entreprises qu'on intègre, il y a aussi des nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent, donc c'est important de les embarquer avec nous d'un point de vue amélioration continue, acculturation, etc. Et ensuite, sur la partie IA, et je laisserai Thomas de façon plus opérationnelle rebondir, nous, on a un prisme chez Septéo, c'est vous avez tous les moyens dont vous avez besoin pour tester ce que vous voulez dès lors qu'on respecte le cadre. Donc moi, par exemple, au marketing, je ne suis pas dépendant des achats groupes ou d'une quelconque autre action. Si j'ai besoin de tester un LLM dans le cadre de mes actions marketing, je respecte le cadre qui nous a été imposé, les systèmes mis à disposition, je peux tester le LLM que je veux. Je souscris mon abonnement, paf, j'ai mon LLM. Bien évidemment, le groupe cherche à mutualiser ses moyens pour pas qu'on soit tous en train de faire la même action. Mais en tout cas, dans cette logique-là, ça nous permet d'ouvrir un champ des possibles faramineux. Je crois que Mojo vient d'une initiative de ce type-là, une filiale à tester. On s'est dit que ça avait tout un intérêt, on l'a généralisé, on l'a approché, mais c'est vrai sur toutes les verticales métiers. Un complément, Thomas ? Oui, c'est comme ça finalement qu'on avance et que ça nous permet finalement, les personnes qui prennent des initiatives, de faire aussi des premiers crash tests. Bien sûr, ça reste dans le cadre. Et en fait, c'est ça aussi qui nous permet d'être sur tous les fronts, on va dire, sur la data, sur la mise en place d'IA, parce que si on attendait d'avoir assaini toute la base de données, là aujourd'hui en fait on n'a pas encore fini. Il y a plus de 150 000 comptes. En fait, c'est pas possible de tout faire d'un seul coup. Mais pour autant, il faut aussi mettre l'IA, il faut la tester, il faut compléter aussi le CRM. Donc c'est aussi ce pourquoi on se fait accompagner avec Elisphère. Et c'est ce retour d'expérience aussi qui nous permet de mettre aussi des blocages. Enfin, je voulais aussi compléter ce que tu disais tout à l'heure, où en fait on faut mettre à disposition la donnée aux utilisateurs. Et il faut cadrer tout ça. Et c'est ça aussi où vous nous accompagnez, parce que maintenant, un commercial n'a plus besoin de créer un compte, mais c'est simplement, en fait, je mets un nom et hop, il apparaît. Il n'y a plus d'erreur de saisie, parce que c'est ça finalement qui vient si on ne vient pas à cadrer après avoir assainir, en fait, on va refaire à nouveau le travail, quoi. Voilà. Le thème de cette séquence, c'était pas de miracle IA sans data propre. Je pense qu'on aurait pu aussi l'intituler de par ce que vous avez partagé. On va
à fond dans un mirage IA s'il n'y a pas de data propre. Merci à tous les 4 d'être intervenus. On va se donner quelques minutes encore pour des questions-réponses. Profitez-en, parce qu'à 12h30, ce sera terminé. Oh, ça fait bien remuer des idées quand même sur votre situation, l'illustration dans votre entreprise de là où on en est. Ouais, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si je suis dans le thème, mais en tout cas, ça m'a suggéré quelque chose, c'est la place du shadow IT, c'est-à-dire que dans vos entreprises, il y a des collaborateurs qui rentrent régulièrement, pas mal de jeunes qui utilisent à fond des chat GPT, des Claude, des Gemini, etc., qui arrivent dans les entreprises, qui se disent, tiens, sur le CRM, je vais plugger ma solution perso, et puis je vais essayer de gagner en efficacité. Comment est-ce que vous analysez ce truc-là, et comment vous le, pas combattez, mais comment vous le traitez? C'est un sujet. Là, on rentre encore plus dans l'organisation Septéo. On a des ambassadeurs chez Septéo qui ont vocation à faire des prises de parole, des choses que vous pourriez associer à ambassadeurs, mais il y a aussi la valorisation d'initiatives qui ont pu être menées sur le terrain, dans chacune des filiales, dans chacun des services. Donc autant vous dire que sur 3600, c'est assez granulaire. Le constat, en tout cas, de ce que vous évoquez, ça me parle très bien, hein, puisque même si je n'ai pas de nouveaux collaborateurs, ils ont quand même pas mal d'idées, donc dès qu'ils peuvent plugger un truc, ils le font. Qu'aujourd'hui, on peut tout mettre sur des N8N, des Make, et puis ils me pluguent tout ce qu'ils veulent sans qu'on le voit, et ça accède à toute la data du Salesforce, du HubSpot, bon voilà. Tout ce qui est censé être extrêmement bien cadré dans le respect de qui accède à quoi, à quel moment, pour faire quoi de la data. Bien évidemment, on ne pourra pas tout interdire. C'est soit on va dans un prisme totalement différent de celui que je vous disais avant, qui est plutôt d'inciter les gens à tester des solutions, soit au contraire, on leur dit les seules règles à respecter sont celles-ci, d'informer. Après, il y a aussi tout un travail, on ne va pas se mentir, qui est fait aux achats, qui n'est pas du tout du flicage, mais qui est de se dire, attention, parce qu'à un moment, il faut forcément payer un outil qu'on voit passer, qui est de se dire, on a identifié un outil qui n'était pas dans un scope en particulier, ayons un point d'attention dessus, ça va peut-être dans les équipes de Thomas ou dans d'autres, qui sont de dire, allez creuser ce cas d'usage-là, peut-être qu'il y a quelque chose qui se fait au bout de 3 personnes dans un coin, dans un bureau, mais qui en fait peut toucher les 3600. Et là, en fait, une initiative personnelle qui n'était peut-être pas totalement cadrée dans le respect des règles va plutôt passer à un stade de mise à l'échelle et de exporter sur l'intégralité du groupe. Puis heureusement aussi, on ne peut pas tout plugger aux outils par des petites initiatives. Mais par contre, voilà, s'il y a des demandes, on peut aussi mettre à disposition des environnements de démo avec un peu de data. Et du coup, voilà, ils peuvent faire tous leurs tests s'ils le souhaitent. Mais heureusement, c'est quand même bloqué au cas où. Elle n'était pas complètement hors sujet, la question, en fait. Pas complètement. Puis, accessoirement, ça peut coûter cher aussi, ces histoires-là. Donc, il faut trouver la bonne dose dans tout ça. Allez, j'ai un œil rivé sur l'horaire qui passe. La promesse, c'est de vous libérer à 12h30 et de vous libérer également tous les 4 parce que vous allez pouvoir enchaîner sur le déjeuner qui va être servi sur la terrasse. Mais je vous remercie, par vos applaudissements, de saluer les interventions de Maxime Sbero d'Elisfer, de Thomas Setogambe et de Erwan Michel de Septéo et de Pierre Bouet de Datasulting. Merci à vous 4. Bonne continuation pour cette journée Datasulting, Cultive ta Data. Merci.